il faut arrêter les AME parce que les immigrés ça coûte trop cher. Je suis officiellement chasseur. Et là il y a un mec qui arrive vers moi et qui me dit « Eh mais toi t'es le pharmacien là ?» Première consultation qui fête son premier signalement sur TikTok. Bienvenue dans Première Consultation, le podcast préféré des professionnels de la santé et des patients. Dans ce podcast, nous parlerons de pharmacie, santé et bien-être en général. Ce podcast sera composé de plusieurs rubriques qui reprendront le déroulé d'une consultation, de l'anamnèse à la prescription. Si vous êtes satisfait de votre première consultation avec votre docteur préféré, mettez 5 étoiles au podcast et visitez mon compte Instagram. Sortez votre carte vitale, bienvenue dans votre première consultation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Première Consultation. Première Consultation, le podcast préféré des patients et bien sûr des professionnels de santé. On est reparti aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très bien pour du contenu divertissant, mais aussi très intéressant et très sérieux au sujet de la santé. Aujourd'hui au sommaire, on va rapidement revenir sur mes dernières news. Il y a eu quelques trucs rigolos. Bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans la rubrique numéro 1. Sinon, vous m'avez envoyé une actualité que je vais traiter dans la rubrique numéro 3, c'est la fin de l'AME. Vous savez que le ministre Darmanin a un gros projet de loi et il souhaiterait remplacer l'AME, l'aide médicale de l'État. Donc on va parler de ça dans la rubrique numéro 3, la rubrique sémiologie. Et ensuite, la dernière fois, du coup, je vous avais parlé du mois sans tabac à l'occasion de ce mois de novembre, mais en novembre, il y a aussi un autre truc qui se passe en matière de santé. Je vous laisse un petit peu réfléchir de quoi il peut s'agir. On va parler de tout ça dans la rubrique concernant le diagnostic, la rubrique numéro 5. Et puis c'est tout pour aujourd'hui, il n'y aura malheureusement pas de rubrique prescription, ni de rubrique prophylaxie où je vous fais part de mes conseils santé, tout simplement parce que j'essaye qu'il y ait quand même une certaine harmonie dans les épisodes, c'est-à-dire que les rubriques s'enchaînent de façon assez harmonieuse, que les sujets s'emboîtent les uns dans les autres, et malheureusement là j'ai pas trouvé de sujet santé, de conseils santé à apporter en lien, j'ai envie de dire appliqué à tout le reste. Donc j'ai plein de sujets en tête pour cette rubrique prophylaxie, mais pour le coup, les sujets que j'ai en tête n'allaient pas avec le reste, n'étaient pas en harmonie avec tout ça. Donc je me les garde pour un prochain épisode. Il y aura donc malheureusement pas de rubrique prophylaxie pour cet épisode-là. Et donc pas non plus de rubrique prescription. Vous savez, la rubrique prescription, je vous mets au challenge à chaque épisode de réussir un défi. Vous êtes chanceux, cette fois-ci, je vous épargne, vous n'aurez pas de prescription, vous ressortirez de cette consultation sans aucune prescription. Donc voilà pour le sommaire, avant que ça commence, bien sûr, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast, c'est très très important pour moi, pour le référencement, pour faire connaître le podcast, c'est très important, pensez-y. Pour vous, ça prend 5 secondes. Pour moi, c'est une aide considérable, une aide gratuite. Il y a d'autres moyens de me soutenir gratuitement aussi. Vous pouvez par exemple vous abonner au podcast, vous abonner au compte Instagram Première Consultation. Vous pouvez me faire de la pub en story en me montrant des beaux paysages pendant que vous êtes en train d'écouter le podcast par exemple. Évidemment, je repartagerai tout le monde. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez me soutenir gratuitement, participer au sondage, au post, mettre des commentaires sur Instagram, me poser des questions pour la rubrique FAQ. Bref, ça c'est tous les moyens que vous pouvez faire pour me soutenir gratuitement. Mais bien sûr, si vous avez les moyens et l'envie de me soutenir encore davantage, n'hésitez pas à visiter mon compte Tipeee. Votre soutien est absolument vital pour ce podcast. Vous le savez, je passe beaucoup de temps à faire ces épisodes. J'ai un ton sarcastique, un petit peu violent aussi parfois, un peu trash, que je ne pourrais pas avoir si j'avais des sponsors. Donc je vous demande de participer financièrement au podcast. C'est absolument important si vous souhaitez que je garde ce ton libre de toute hiérarchie, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est tout pour les annonces. On va tout de suite passer à la rubrique numéro 1, la semaine de douzerie. Que s'est-il passé dans ma semaine ? Et oui, c'est une célébration aujourd'hui pour Première Consultation qui fête son premier signalement sur TikTok. Et bien voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pu participer à cette œuvre. Vraiment, j'ai beaucoup travaillé pour arriver jusque-là.
C'était vraiment une consécration pour moi de me faire signaler mon compte. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pu œuvrer. Je rigole évidemment. Mon compte TikTok a été signalé parce que j'ai eu l'audace de dire aux gens de se responsabiliser sur leurs pratiques sexuelles. Si vous avez suivi mon podcast précédent, vous savez de quoi je parle. J'ai publié un TikTok qui a fait pas mal de vues en fait. Donc pas mal de vues, pour moi tout est relatif puisqu'il a fait quelques centaines de vues en quelques minutes. Donc pour moi c'est plutôt considérable par rapport à mes posts précédents, je veux dire. Et bizarrement, il y a une personne qui n'était pas d'accord avec mon point de vue, qui a commenté, je lui ai répondu, voilà, on a échangé un petit peu. Et bizarrement, juste après, le compteur de vues a été bloqué. Je soupçonne tout simplement d'avoir été ghosté par l'algorithme parce que ma publication a été signalée, voilà, tout simplement. Donc écoutez, je vais pas faire l'innocent non plus, je m'y attendais un petit peu. Et en plus, le ton de mon TikTok était volontairement provocateur. Donc j'ai envie de dire, c'est le jeu. C'est tout simplement le jeu. Ce n'est pas très grave. Voilà, je m'y attendais. Mais bon, mon discours, en attendant, n'était pas spécialement trash. Hein. Je veux dire que le ton était volontairement provocateur, hein, mais il n'y avait rien de haineux. Le discours n'était pas haineux, je voulais juste que les gens prennent davantage en considération l'acte sexuel qu'ils réalisent et les responsabiliser à ce sujet sur la protection et la contraception, etc. Donc j'étais un peu dégoûté, mais en attendant, je m'y attendais. Donc c'est le jeu, voilà. J'ai bien pris en compte les différents commentaires que j'ai reçus. Merci beaucoup d'ailleurs d'avoir pris le temps de commenter, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec mon argumentaire. C'est tout à fait intéressant d'avoir vos retours en fait. Et même d'ailleurs quand vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est intéressant d'avoir vos retours parce que ça me montre les lacunes de mon discours. Je remercie d'ailleurs les personnes qui ont fait l'effort de commenter ma publication pour m'apporter des arguments, notamment quelqu'un qui m'a fait un retour sur les protections de contraception, notamment le préservatif, qui ne sont pas sûrs à 100%. Oui, effectivement, je crois avoir précisé ça dans mon podcast, mais si ce n'était pas tout à fait clair, je m'en excuse. On m'a aussi fait le retour que je ne parlais pas suffisamment des grossesses non désirées, que j'avais un discours un peu délicat, où je ne prenais pas tout en considération. Effectivement, vous savez, sur ces sujets-là, on marche un peu sur des œufs. Et malheureusement, moi, vous savez, mon podcast est réalisé de façon spontanée, sans notes, en live, sans montage. Et donc, oui, effectivement, il y a des arguments ou des notions que je peux oublier ou passer rapidement dessus, ne pas prendre tout en considération dans mon argumentaire. Effectivement, et je vous prie de m'excuser si j'ai pu vous offenser avec les lacunes de mon discours. Mais à côté de ça, je pense que le fait qu'il n'y ait pas de montage et que ce soit 100% spontané, je pense que ça apporte vraiment une petite touche et un énorme charme à mon discours et à mon podcast parce que ça le rend 100% honnête. Et moi, je suis là pour donner le meilleur de moi-même. Je suis là pour vous instruire à des notions de santé et vraiment vous parler comme si on se croisait dans un bar ou un restaurant ou dans la rue. Et je suis donc là parce que c'est trop facile en fait de faire un podcast où je récite un texte qui est scripté, analysé, qui est brodé pendant des heures auparavant, avant le tournage. C'est trop facile. Moi, je préfère du coup vraiment dire ce que je pense et être franc, honnête, vous retraduire vraiment le fond de ma pensée et ne pas l'édulcorer avec un travail au préalable où j'écris tout mon discours et je vous le récite devant un micro. Je ne trouverais ça pas du tout honnête et c'est trop facile de faire ça. Il y a des centaines de podcasts qui font ça. Moi, c'est pas la voie que j'ai choisie. Donc effectivement, les personnes qui ont un discours trop édulcoré, trop travaillé, trop scripté, on va jamais leur retomber dessus parce que tout est travaillé pour que justement ils ne se fassent jamais retoquer. Donc oui, moi je prends le risque d'avoir un discours un peu biaisé, un peu effectivement moins travaillé, moins poussé dans l'analyse, mais ça retrace exactement le fond de ma pensée. Et donc effectivement, ouais, comme je vous le dis, c'est une prise de risque de ma part de m'exposer autant sur des sujets aussi touchy.
J'ai un discours 100% libre, comme vous l'avez remarqué. Je donne le meilleur de moi-même à chaque podcast. Je pourrais très bien avoir un discours brodé, scripté, édulcoré, comme je vous le dis, avec plein de montages pour être sûr de ne pas débaster les bornes. Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie d'être honnête. J'ai envie de vous parler comme si vous étiez des amis à moi. Vous pouvez constater de fait que mon discours est 100% libre. Je ne dirai pas ce que je veux. Si ce discours était malheureusement bridé par un quelconque financement ou un quelconque partenaire, je ne pourrais pas dire autant ce que je veux. Alors je vous en prie, j'ai besoin de votre soutien, puisque les algorithmes veulent me mettre des bâtons dans les roues, TikTok qui me ghost malheureusement parce qu'on me signale. Je vous en prie, j'ai besoin de votre soutien. Alors je vous demande, comme je vous le disais en introduction, de soutien en mettant 5 étoiles à mon podcast, en participant aux stories Instagram, en me faisant de la publicité en story. C'est 100% gratuit et c'est comme ça que vous pourrez me soutenir. C'est crucial pour le podcast et vous vous en rendez compte maintenant parce que l'algorithme est contre nous. Alors je vous demande du soutien gratuit avec tout ça. Les étoiles sur Spotify, les réponses aux stories sur Instagram, de la publicité en story ou à vos potes dans la rue, par message, etc. Ou alors, évidemment, comme je vous l'ai dit, si vous en avez les moyens, envoyez-moi 1 euro sur Tipeee, c'est vraiment énorme. Et si tout le monde en faisait autant, je serais vraiment trop content. Ce ton est 100% libre et j'y tiens énormément. Je pense que cet épisode d'ailleurs va encore faire me bondir 2-3 personnes. Alors sachez que j'ai vraiment besoin de votre soutien. D'ailleurs, après cet épisode de signalement sur TikTok, je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait vraiment que je vous donne mon avis personnel dans les podcasts ou si vous vouliez juste que je vous fasse une revue d'actualité sans vous donner mon avis personnel, genre en mode comme un présentateur de télé quoi. Eh bien, c'est simple, vous avez été plus de 90% à vouloir que je donne mon avis personnel. Donc, écoutez, je vais continuer sur cette voie, même si visiblement ça déplaît à certaines personnes qui sont contre mon point de vue, je vais continuer à vous donner mon point de vue. Voilà. Donc, gardez quand même à l'idée que je suis pharmacien et pas homme politique. Donc, je n'ai pas de solution à proposer en général vis-à-vis des constats que je fais. Mais comme si tout citoyen, j'ai un avis sur les différents sujets d'actualité. Et puisque vous me le demandez, du coup, je vous le donne. Bien sûr, si vous aviez dit que vous étiez contre et que vous vouliez seulement une revue d'actualité sans avis personnel, j'aurais pris en compte votre demande. Mais là, effectivement, c'est totalement l'inverse. Vous souhaitez un avis personnel, donc je vais continuer à vous le donner. La deuxième news de la semaine, c'est que je suis allé voir un film au cinéma. C'est très rare, je me rends rarement au cinéma. J'aime pas, à vrai dire, j'aime pas vraiment regarder des films. On doit être 5 comme ça dans le monde, mais je sais pas. Il y a vraiment très peu de films qui me plaisent énormément. Au bout d'un moment, je m'ennuie, malheureusement. Donc c'est peut-être que je m'y intéresse pas suffisamment pour trouver les films qui me plaisent réellement, ou peut-être que c'est juste que j'ai un énorme souci de trouble de l'attention, je n'en sais rien. Qu'importe, dans tous les cas, je n'aime pas vraiment regarder des films. Bref, et du coup, dernièrement, je suis allé voir le film L'Abbé Pierre, qui est une très bonne surprise. J'ai appris énormément de choses à son sujet. À vrai dire, je connaissais assez mal la vie de l'Abbé Pierre, même si je savais qu'il était résistant et qu'il a créé Emmaüs. Voilà, c'est les seules choses que je savais sur sa vie. Et en fait, je vous laisserai découvrir le film si ça peut vous intéresser, mais c'est un film vraiment très touchant, qui parle de la misère du monde, c'est vraiment très intéressant, et c'est un très grand homme, à qui je souhaitais rendre hommage par le biais de ce podcast. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez pu faire, monsieur l'abbé Pierre, qui d'ailleurs ne s'appelait pas du tout Pierre, qui s'appelait Henri, mais alors Henri comment ? Henri Grouet, je crois. Marie-Joseph Henri Grouet, exactement, c'est ça. Alors moi je ne savais pas, je pensais qu'il s'appelait vraiment Pierre, mais pas du tout. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller au cinéma en ce moment, allez voir le film sur l'abbé Pierre, c'est un film vraiment très touchant, et je vous conseille tout simplement ce film. Voilà. Et enfin, la dernière news de la semaine, et celle-là elle va vous choquer, je suis officiellement chasseur. Voilà,
Voilà, ça sort de nulle part, vous ne vous y attendiez pas du tout. Ça fait plusieurs mois que je travaille ça. Ça fait vraiment des années, je pense, que j'ai envie de passer ce permis de chasser. Je connais personne dans ma famille qui chasse, malheureusement. J'ai aucun ami qui chasse. Je sais pas, j'avais une envie de passer ce permis de chasser. Je ne pourrais pas l'expliquer. Bon, je vous le dis en toute honnêteté, l'examen, il est vraiment, vraiment difficile. La moindre erreur d'inattention et vous pouvez être disqualifié. En fait, il y a, pour le faire rapidement, il y a une partie théorique et une partie pratique. Et donc la pratique, en gros, tu montres à l'examinateur si tu sais manier une arme, si tu sais la vérifier, si tu sais la démonter, si tu sais tirer aussi, évidemment, si tu sais la manier en toute sécurité, si tu sais, je sais pas. Bref, il y a pas mal d'examens comme ça. Qui essaye de voir si tu sais faire de façon sécurisée. Et vraiment, c'est très très difficile. À la moindre erreur d'inattention, au moindre geste qui est mal réalisé ou qui n'est pas réalisé, si on oublie quelque chose, eh bien c'est disqualification obligatoire. C'est vraiment très très sévère, et je vous le dis, c'est vraiment pas évident. Donc, et après, il y a une épreuve théorique où là, c'est aussi des questions de sécurité, des questions sur les espèces. Et voilà, ça, vraiment, c'est super dur. Moi, je suis quelqu'un de la campagne, et pourtant, il y a des espèces que j'ai jamais vues. Des foules que macroules, des huîtriers pie. C'est des espèces d'oiseaux que je ne connaissais pas. Et donc, par exemple, ils vont te mettre une photo. Et tu dois dire si l'espèce est protégée, si elle est chassable, pas chassable, si c'est... Enfin, par exemple, il y a une photo de canard, tu dois dire si c'est un canard colvert, un canard pilet, un canard souchet. Il y a plein d'espèces de canards et on doit les connaître. Et c'est vraiment... J'ai trouvé ça vraiment très très dur. Donc pour quelqu'un qui élève des canards, forcément, ça va être super simple. Mais pour moi qui suis pharmacien, qui est pas forcément une connaissance dans les espèces d'oiseaux, et bien forcément j'ai trouvé ça très très dur. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris qui j'étais, parce que combien j'ai eu en théorie, la théorie c'est sur 10, et la pratique sur 21. Et malheureusement, ils n'ont pas compris que j'étais un énorme boss, en fait. C'est super dur, mais je suis évidemment trop un beau gosse, puisque j'ai eu 10 sur 10 en théorie, et 18 sur 21 en pratique. Et là, je suis absolument dégoûté. Je suis dégoûté, parce que j'ai perdu 3 points, car je mettais mon doigt trop vite sur la gâchette. Vous savez, quand vous épaulez le fusil, moi j'avais tendance à mettre direct mon doigt sur la gâchette pour tirer direct. Et ben ça, c'est évidemment un geste qui est pas vraiment sécurisé, parce que il faut prendre le temps, en fait, tout simplement. Donc c'est pas suffisamment sécurisé. Donc l'inspecteur m'a enlevé 3 points, tout simplement parce que je mettais mon doigt trop rapidement sur la gâchette. Je suis Jesse James, voilà, moi je suis un cow-boy, je tire rapidement, je n'y peux rien. Donc ça me fait un total de 28 sur 31. Et vraiment, je suis dégoûté parce que quand tu as 31 sur 31, donc j'étais vraiment à 2 doigts, c'est le cas de le dire, puisque je mettais le doigt trop vite sur la gâchette, j'étais à 2 doigts d'avoir tout juste 31 sur 31. Et en plus, quand tu as 31 sur 31, tu participes à un tirage au sort pour je sais plus quoi, mais un truc plutôt stylé, donc je suis un peu dégoûté d'avoir manqué ce tirage au sort. Et évidemment, pour s'entraîner, il y a des formations au préalable de l'examen, il y a des formations pour la pratique et la théorie. Et d'ailleurs, petite anecdote, à la formation pratique, j'arrive en retard, évidemment. Ou alors pile à l'heure, je crois. Et là, il y a un mec qui arrive vers moi et qui me dit « Eh mais toi, t'es le pharmacien, là ?» Très très marrant, je ne m'y attendais pas du tout. On a bien sympathisé d'ailleurs, je te salue Tom, hein, si tu passes par là. C'est un étudiant en médecine qui est plus précisément Santard, et avec lequel voilà, j'ai bien sympathisé, on a échangé nos numéros, et on aura peut-être l'occasion de se voir plus tard. Donc je te salue Tom si tu passes par là. Ça me fait bien plaisir en tout cas à chaque fois quand vous venez me voir en vrai. Ça arrive beaucoup moins souvent qu'avant évidemment, mais ça me fait toujours très très plaisir, et je dois dire que là, pour le coup, à la
chasse, je m'y attendais assez peu, donc visiblement ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais ça m'a fait très plaisir de te croiser, Tom. Écoutez, maintenant on va passer à la rubrique numéro 2, la rubrique anamnèse, dans laquelle je vous partage régulièrement mes expériences personnelles. Je vous ai parlé de ma scolarité, je vous ai parlé de sport, des différents sports que j'ai pu exercer. Et aujourd'hui, petit lien avec la rubrique précédente, j'aimerais vous parler de mon attachement à la nature, de pourquoi j'ai décidé de devenir chasseur. En fait, j'ai un lien, moi, plutôt curieux avec la nature et vraiment, vraiment très fort. C'est-à-dire que je ne me vois habiter nulle part ailleurs que dans la nature. La nature me ressource tout simplement. Je me sens vraiment très très bien quand je suis dans les bois. En fait, je fais beaucoup de promenades, presque tous les jours, et il y a peu d'endroits où je me sens aussi bien que dans une forêt, à écouter le vent souffler, les oiseaux qui chantent, le bois qui grince. Je regarde les saisons qui passent, je regarde les empreintes d'animaux, je regarde les fruits dans les arbres, les feuilles, les paysages. Donc voilà, j'ai vraiment un rapport très très fort avec la nature. Et donc c'est déjà le premier argument de pourquoi j'ai voulu devenir chasseur, c'est tout simplement pour pouvoir passer plus de temps avec cette nature, pouvoir vraiment analyser le comportement des animaux, analyser leurs déplacements, leur façon de se reproduire, tout simplement observer les espèces que je ne connais pas encore, comme je le disais tout à l'heure. J'ai envie de voir la beauté de la nature d'encore plus près que je le fais jusqu'alors. Et puis à côté de ça, moi je suis arrivé récemment dans un nouveau logement, dans un village où je ne connais presque personne, et je dois dire que la chasse me permettrait d'avoir ce rôle social, de rencontrer des gens qui partagent la même passion que moi, c'est-à-dire la nature. Donc voilà, c'est le rôle social aussi que je recherche, de retrouver des personnes dans lesquelles je me reconnais, c'est-à-dire des personnes bons vivants, avec qui je partage des repas où on mangerait du gibier, un peu, en fait je vais vous le dire, moi j'ai une image très précise, je sais pas si vous connaissez le Seigneur des Anneaux, j'ai envie que ce soit une vie de hobbit, voilà, qu'on vive comme dans la comté. C'est un peu l'ambiance dans laquelle j'ai grandi en fait. C'est une ambiance de campagne où on travaille la terre et où le soir on fait la fête tout simplement. C'est une ambiance de bon vivant, de gueuleton, et j'ai envie de retrouver cette ambiance-là, et je crois que la chasse pourrait m'y aider. Voilà, j'ai envie d'être Frodon Sacquet tout simplement. Bon, bref. À côté de ça, la chasse, c'est une tradition, c'est un patrimoine français sur lequel l'homme travaille depuis des siècles. Et quand je vous le dis des siècles, c'est vraiment, rendez-vous compte que la chasse, c'est un truc qui s'est transmis de génération en génération. On a sélectionné des races de chiens, on les a élevés pour qu'ils soient plus forts dans les canards, plus forts dans les gros gibiers, plus forts dans les oiseaux. Il y a des chiens vraiment qui sont spécialisés dans une race d'animaux. Et qui, c'est vraiment impressionnant. Renseignez-vous sur le travail des chiens à la chasse, mais c'est vraiment considérable. Moi, je n'étais pas au courant avant de commencer mon travail autour du permis de chasser, mais c'est vraiment impressionnant ce que les chiens peuvent faire dans un terrain de chasse, du coup. Je vous conseille d'ailleurs la chaîne de Marius Chasse, qui fait un travail incroyable sur le sujet de la chasse sur YouTube, avec des images qui sont vraiment très très jolies. C'est vraiment fort en émotion et en beauté de la nature. Moi j'apprends plein de choses à chaque fois sur la reproduction des animaux, sur la législation, sur la sécurité, il est vraiment très 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 fort dans ce domaine, et je vous le recommande si vous voulez apprendre 2-3 trucs sur la chasse, ou tout simplement voir des belles images. Il est très très fort là-dedans. Il fait aussi tout ce qui concerne la pêche. Moi ça m'intéresse un petit peu moins la pêche, mais allez voir Marius Chasse, c'est vraiment très très impressionnant ce qu'il fait. Et je te rends aussi hommage, Marius, ici. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Je sais pas si un jour tu passeras par là. On a parlé un petit peu sur Instagram. Je sais pas si tu auras la curiosité de voir mon podcast, mais si c'est le cas, je te salue et je te remercie pour ton travail. Au-delà de ça, la chasse, du coup, c'est tout simplement quelque chose qui permet de gérer la population du gibier sauvage dans la nature. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le travail des chasseurs est absolument
crucial et indispensable, parce qu'il permet d'éviter la surpopulation des espèces dans la forêt. Tout simplement parce qu'il y a des espèces qui ne sont pas capables de gérer elles-mêmes leur surpopulation, et donc les chasseurs sont là tout simplement pour éviter le surnombre de ces espèces. Par exemple, il y a des espèces prédatrices qui vont chasser des oiseaux ou d'autres gibiers. Et donc si on ne gère pas les populations de ces espèces prédatrices, eh bien il y aura tout simplement des espèces d'oiseaux ou de petits gibiers qui vont être dévorés à 100% et qui vont disparaître. Donc le rôle des chasseurs, ça va être simplement de limiter la croissance des espèces prédatrices pour limiter les dégâts sur les espèces inférieures. Voilà. Aussi, il y a un rôle sur les déséquilibres écologiques, parce qu'il y a par exemple des espèces qui occasionnent des dégâts, comme les ragondins, comme les blaireaux. Les ragondins qui vont par exemple qui vont saccager les bords d'eau, les blaireaux qui vont eux creuser des terriers, donc ça va faire des dégâts sur les chemins et les routes. Et donc le rôle des chasseurs, c'est tout simplement de limiter la croissance des espèces de ragondins et de blaireaux, et bien pour éviter tout simplement qu'il y ait des trous dans les routes, pour éviter qu'on puisse se promener autour des lacs sans que le chemin soit tout cabossé. Donc voilà, c'est le rôle des chasseurs de limiter le déséquilibre écologique afin qu'on puisse se promener autour des lacs de façon pérenne, pas qu'il y ait trop de ragondins et non plus trop de blaireaux. Enfin, c'est quelque chose de plutôt logique, et c'est absolument indispensable, sinon ce serait une catastrophe au niveau écologique. Et enfin, il y a aussi tout ce qui est un contrôle des maladies, parce que les espèces sauvages apportent régulièrement des maladies. Je reprends le rôle des ragondins qui sont pleins de maladies, des renards qui apportent l'échinococose, la myxomatose chez le lapin, la tularemie pour le lièvre. Bref, il y a plein de maladies qui peuvent être transmises par les animaux et pour le coup qui peuvent être symptomatiques, qui peuvent être dangereuses chez l'homme. Donc c'est le rôle des chasseurs, encore une fois, de limiter les espèces afin de limiter les risques de transmission chez l'homme, et donc de provoquer évidemment des symptômes qui peuvent être catastrophiques. Donc voilà, plusieurs rôles que vous ne soupçonniez peut-être pas des chasseurs, et qui sont absolument cruciaux et indispensables. Rassurez-vous, moi bien que j'aime beaucoup la nature, il y a aussi des rôles que je ne soupçonnais pas. Ce sont des choses qu'on apprend tout simplement en passant le permis de chasser, et je peux que vous indiquer de passer votre permis de chasser de votre côté aussi, parce que vous en allez apprendre tellement sur la nature, et puis au-delà de ça, vous allez avoir une connexion avec la nature, une occasion unique, voilà, de comprendre les cycles sauvages, de développer une sorte de respect pour l'environnement, de voir la beauté de la nature. Voilà, au petit matin, vous allez croiser une biche et son faon, vous allez croiser un renard qui va courir, c'est vraiment des images magnifiques qui vont rentrer dans votre cerveau, donc je ne peux que vous indiquer de passer votre permis de chasser aussi. Et au-delà de ça, il y a aussi tout ce qui est l'alimentation. Vous allez pouvoir vous-même vous alimenter par votre propre viande que vous aurez chassée. C'est franchement une super belle occasion d'augmenter son développement durable au niveau de l'alimentation. Je crois que c'est le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui ne mange plus que de la viande qu'il a lui-même chassée. Et je trouve que c'est une démarche franchement jolie, puisque là tu te rends compte de l'importance que ça a de respecter l'animal que tu as dans ton assiette, en fait. Et donc, oui, chasser, ça permet de se rendre compte de ce que ça veut dire vraiment tuer un animal, d'avoir un rapport à la mort. Je crois que j'en parlerai tout à l'heure aussi, mais s'alimenter avec sa propre viande, ça rapproche encore davantage à la nature, et on a un respect de l'animal quand on le mange finalement, plutôt que quand on achète sa barquette de viande au supermarché sous vide et qu'on la fait cuire à la maison. Et on n'a pas eu tout ce cheminement jusqu'à l'assiette. Donc on n'a pas le même respect à l'animal quand on en mange la viande qui vient du supermarché. Et d'ailleurs, je trouve que c'est bien plus éthique de manger un sanglier qui a été élevé à 200 mètres de chez moi, qui
qui a vécu, je sais pas, 5-6 ans et qui a gambadé tous les jours dans 40 hectares de terrain de forêt, plutôt que de manger un poulet qui vient d'un élevage intensif où il est élevé par, où il y a 2000 autres poulets, si vous voulez, moi j'ai vite fait le choix. Je crois que le sanglier, même s'il est mort par balle, est plus heureux qu'un poulet qui est élevé par milliers dans des cages d'1 mètre carré. Je pense que la solution est vite trouvée, si vous voulez, et je crois que la chasse est quand même plus éthique que les méthodes d'élevage intensif, et voilà, tout simplement. Et donc oui, je le disais, il y a un rapport plutôt curieux à la mort aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on l'a tout simplement éradiqué de nos vies. On fait comme si ça n'existait pas, la mort, alors que malheureusement ça fait partie de la vie aussi. C'est-à-dire que il y a encore 100 ans, les grands-mères, les grands-pères, les gens mouraient dans la maison familiale. C'est-à-dire qu'on voyait les gens mourir. On voyait leur dernier moment, leur dernier souffle. Aujourd'hui, fort heureusement, il y a des hôpitaux, mais ce qui veut dire que la mort ne fait plus partie du quotidien. C'est-à-dire qu'on ne va plus voir nos proches mourir devant nous. Ils vont mourir auprès des médecins, auprès des infirmiers, dans des hôpitaux. Pareil, les animaux, on ne va plus chasser sa propre viande, on ne va plus découper, dépecer des animaux. On a un rapport vraiment, vraiment curieux aujourd'hui de nos jours à la mort. On fait comme si ça n'existait pas, alors que ça existe bel et bien. Et bien tout simplement, vous portez des animaux morts tous les jours dans votre vie. Déjà dans votre assiette, quand vous mangez de la viande tout simplement, vous portez du cuir, je sais pas, il y a plein d'autres choses. Vous portez aussi de la laine, bien que les moutons ne soient tondus et ne soient pas forcément morts. Il y a plein d'animaux vivants dans votre quotidien. Et rendez-vous compte que ça, il y a encore 50, 100 ans, on ne pouvait pas porter du cuir sans avoir vu un animal mort. On ne pouvait pas manger de la viande sans avoir vu l'animal mort. Sauf dans les cercles évidemment très, très privilégiés et très aristocrates, où on avait beaucoup d'argent et là où on pouvait déléguer cette tâche. Mais rendez-vous compte qu'avant, la mort faisait beaucoup plus partie du quotidien, et ce n'est pas quelque chose de dramatique, la mort. Donc je ne dois pas dire que je suis un fan de la mort, mais je n'ai aucune appétence de voir des animaux morts non plus, je ne suis pas complètement fou. Même si je dois dire que, pour être tout à fait honnête, ça m'effraie encore énormément. Mais je dois dire que je pense que ça me permettrait de respecter encore l'animal que je vais manger. Et voilà. Alors bien sûr, je vois tout à fait les reproches qu'on pourra me faire, que les chasseurs sont des bêtes sanguinaires, que les chasseurs sont des salauds, sont des ivrognes, sont je sais pas, tous les clichés qu'on peut entendre sur les chasseurs. Je vous rassure, moi j'ai appris par cœur ma théorie, j'ai eu 10 sur 10 comme vous l'avez vu. Je suis vraiment à cheval sur tout ce qui est méthode de chasse, tous les débordements, toutes les imprudences, les dangers qui peut avoir lieu. Je vous rassure, je suis d'accord avec vous. S'il y a des débordements, des imprudences, des dangers, des infractions qui sont commises, il faut tout simplement les condamner à 100%, et je suis tout à fait d'accord avec vous. La chasse non contrôlée, le braconnage, s'il y a trop d'alcool, si je sais pas quoi, je condamne ça également. Ce sont des imprudences et je les condamne. Je veux que ces gens soient tout simplement sanctionnés pour leurs comportements qui sont tout simplement dangereux. Et il y a aussi ce reproche envers la cruauté qu'on ferait éventuellement aux animaux. Oui, je dois dire que c'est pas une activité tout à fait jolie, mais évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir un rapport à la nature encore plus fort, vraiment l'animal qu'on chasse. J'ai jamais chassé, mais on le respecte. Enfin moi, c'est la chasse que je veux développer, c'est une chasse de respect envers l'animal, c'est ne pas s'acharner à vouloir ramener le plus d'animaux possible, voilà. Donc moi, je veux avoir une chasse éthique et morale, où je ne vais pas m'acharner, où je vais tout simplement chasser pour m'alimenter et rien de plus. Je n'ai pas tué des animaux pour plaisir, bref, vous l'aurez compris. Et lors du permis de chasser, il y a des questions de théorie qui nous demandent si on tire ou on ne tire pas
pour éviter la souffrance animale. Et donc, c'est-à-dire qu'on ne doit pas tirer un animal qui est situé au-delà de 30 mètres, parce qu'on risque tout simplement de le blesser et de ne pas le tuer. Donc, vous voyez, il y a quand même cette prise en compte du bien-être animal à la chasse, où on essaye tout simplement de le tuer le plus vite possible pour éviter qu'il souffre, tout simplement. Donc c'est tout pour cette rubrique numéro 2, l'anamnèse, où je vous ai raconté mon expérience de chasseur et de campagnard. J'espère vraiment que ça vous a plu. Comme vous l'avez vu, c'est un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. J'aime vraiment beaucoup la nature, la campagne. Ce sont des sujets qui me passionnent réellement. Et j'espère que vous aussi. Je vous enjoins d'ailleurs à passer votre permis de chasser. Et si vous avez un coin de chasse intéressant, n'hésitez pas à m'inviter à la chasse. Je serais vraiment ravi. On passe tout de suite à la rubrique numéro 3, la rubrique sémiologie dans laquelle on détaille les sujets d'actualité. C'est parti. Vous le savez, la rubrique numéro 3, c'est la rubrique qui commence à être un peu touchy. c'est la rubrique de la démonétisation tout simplement, où on aborde des sujets politique, d'actualité. J'essaye de vous donner mon avis, parce que j'ai vu tout simplement que ça vous intéressait et que vous me le demandiez, donc je vais vous donner mon avis sur les différents sujets d'actualité aujourd'hui. Enfin, il n'y en aura qu'un seul, d'ailleurs, parce que vous m'avez envoyé 2 news. La première, c'est une nouvelle sur la réforme du 3e cycle d'études, des études de santé. Donc là, malheureusement, j'ai pas encore très bien compris. Et aussi, j'ai compris que c'était juste un projet pour le moment, qu'il n'y a rien de d'acté et définitif. Donc écoutez, pour le moment, vu que c'est quelque chose de provisoire, je vous propose qu'on revienne dessus dans un prochain épisode, quand on en saura plus et que les bases du projet seront vraiment fixées. Aujourd'hui, on va parler tout simplement vous m'avez envoyé cette autre news, et je vous remercie de m'envoyer des news, ça me permet de préparer mes épisodes et de voir ce qui vous intéresse réellement. Alors n'hésitez pas à me les envoyer, ça me fait vraiment très plaisir, et c'est une aide énorme que vous apportez au podcast. Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'aide médicale d'État qui va être remplacée par l'aide médicale d'urgence. En tout cas, c'est ce que propose le gouvernement. On va voir tout ça, on va en discuter, je vais vous expliquer la situation, les problématiques, les inconvénients, les défauts, les avantages de ce projet de loi. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'AME ? L'AME, c'est l'aide médicale d'État ou de l'État, et ça permet en fait tout simplement de prendre en charge les dépenses de santé des personnes en situation irrégulière, donc les sans-papiers, à 100% sans avance de frais. Pour vous donner une idée, il y aurait à peu près 400 000 bénéficiaires de l'AME, donc 400 000 sans-papiers qui bénéficieraient de cette prise en charge à 100%, et ça coûterait à peu près 1 milliard d'euros par an aux contribuables, et c'est en augmentation permanente. L'AME, ça a été créé en l'an 2000. En l'an 2000, ça coûtait 139 millions d'euros. Et aujourd'hui, on est à peu près à 1,2 milliard d'euros. Donc voilà, ça a augmenté tous les ans. En l'an 2000, il y avait 75 000 bénéficiaires. Aujourd'hui, il y en a à peu près 400 000. Bref, comme je vous le dis, ça augmente chaque année. Donc quel type de soins peuvent être pris en charge par le système pour les personnes en situation irrégulière ? Ça concerne par exemple les soins médicaux, les soins dentaires, le remboursement des médicaments, les analyses médicales, l'hospitalisation, les interventions chirurgicales, la vaccination, le dépistage, la contraception, l'IVG. Bref, à peu près tous les types de soins sont exclus, les cures thermales, les actes techniques, les examens de biologie spécifique, l'assistance à la procréation et les médicaments au service médical rendu qui est faible. Donc voilà, vous voyez, ça a quand même un large panel de soins. Il y a d'ailleurs une liste de soins, ça m'a fait un peu rigoler, même si c'est absolument pas drôle. En fait, ce sont des personnes en situation irrégulière, sans papier, donc qui sont censés quitter le territoire normalement. Et il y a une liste de soins de l'AME où il faut attendre 9 mois d'inscription pour pouvoir en bénéficier. Donc j'ai trouvé ça assez cocasse pour des personnes en situation irrégulière de leur dire « Ah mais non, mais ça fait pas assez longtemps que vous êtes sur le territoire, là, attendez encore 9 mois et vous pourrez en bénéficier. » Bon, c'est quand même plutôt étrange. Ainsi soit-il. Et du coup, parmi les différents soins qui sont remboursés,
enfin mais qui sont pas remboursés, qui sont pris en charge pour les personnes en situation régulière, il y a des interventions qui font grincer des dents, comme par exemple les interventions pour les oreilles décollées, la chirurgie pour les anneaux gastriques, les rhinoplasties. Voilà, c'est des interventions qui, effectivement, font un peu grincer des dents, surtout du côté de la droite. Et donc, le projet de loi, c'est de remplacer l'AME par l'AMU, l'aide médicale d'urgence, pour tout simplement que les soins non urgents ne soient pas pris en charge par le système, et qu'on ne prenne en charge que les soins qui sont considérés urgents. Alors là, je vais me baser sur 2 articles, à la fois sur le Figaro et Public Sénat. Alors, seront considérés les soins urgents, par exemple la prophylaxie et le traitement des maladies graves, les douleurs aiguës, la grossesse, la vaccination et tout ce qui touche à la médecine préventive. Voilà, donc ça fait quand même aussi un large panel de soins. Mais du coup, pourquoi, on l'a un peu abordé, mais pourquoi est-ce qu'on voudrait remplacer l'AME par l'AMU ? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des soins qui ne sont pas considérés du tout comme urgents par les personnes qui proposent la loi, comme par exemple, je vous le disais, les oreilles décollées, l'anneau gastrique, la rhinoplastie. Bon, pour eux, c'est un petit peu abusé qu'on propose ce genre de soins à des personnes en situation irrégulière. Au-delà des soins non urgents, je pense que c'est surtout le coût que ça représente pour le contribuable qui est extrêmement disputé, parce que ça coûte 1,14 milliard d'euros par an aux contribuables qui pourraient être réinvestis dans d'autres projets, dans d'autres ambitions politiques. 1 milliard d'euros, c'est énorme, et on pourrait par exemple les remettre pour acheter des lits, pour refaire un coup de peinture dans les hôpitaux, pour les rénover, parce qu'ils sont dans un état plutôt vétuste. Donc avec 1 milliard d'euros, on fait quand même pas mal de peinture. Et donc voilà, c'est 2 arguments de pourquoi on voudrait remplacer l'AME par l'AMU. Et il y en a un troisième, c'est ce qu'ils ont appelé la mobilité thérapeutique. C'est-à-dire que c'est le revers de la médaille. Puisque la France propose ce système d'AME, eh bien ça va faire un appel à l'immigration des patients étrangers qui vont venir en France uniquement dans le but de se soigner, et une fois qu'ils seront soignés, ils vont retourner chez eux. C'est ce qu'ils ont appelé la mobilité thérapeutique, qui pourrait créer du coup un appel d'immigration. Mais ça, c'est assez compliqué d'avoir des chiffres là-dessus, des statistiques. Je ne connais pas du tout le sujet et je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais c'est un argument qu'ils ont avancé et je voulais vous l'énoncer dans mon analyse pour être le plus complet possible. Alors, ce projet de loi, ça en est où ? Ça a été adopté au Sénat avec 200 voix pour et le reste contre, donc 200 sur 336, ça doit faire à peu près 60%. Ça a été donc adopté à 60% pour, et donc il n'y a plus que ça passe à l'Assemblée nationale pour être adopté définitivement, mais je vous le dis tout de suite, il y a vraiment peu de chances que ce soit adopté de façon définitive, parce qu'à l'Assemblée nationale, les groupes parlementaires qui représentent la droite, et du coup les personnes qui sont le plus pour ce projet de loi, représente à peu près 160 personnes sur 570 au total. Donc c'est vraiment une grosse majorité qui est défavorable à ce projet de loi. Donc je pense, il y a donc quand même de grosses chances que ce projet n'aboutisse pas et ne soit pas adopté de façon définitive. Donc rassurez-vous, si vous êtes contre ce projet de loi, rassurez-vous, il a de grandes chances de ne pas passer. Mais alors de l'autre côté, de professionnels de soins, que faut-il en penser ? Alors là, du coup, je reprends le message que Camille m'a envoyé sur Instagram. Coucou Louzeri, comment vas-tu ? Le Sénat vient de voter la fin de l'AME, remplacée par l'AMU. Qu'en penses-tu ? Personnellement, ça m'inquiète beaucoup. On ne devrait pas refuser des soins à des personnes sur le seul fait qu'ils sont étrangers. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, s'il y a un danger de mort, en tant que professionnel de santé, le fait de donner des soins à des patients ne devrait pas être fait en discriminant les personnes sur le papier français ou pas français. Enfin, c'est une certitude, c'est un réflexe humain. Quand il y a une personne qui est en danger de mort devant toi, c'est du bon sens, tu la soignes, tu ne lui fais pas un contrôle d'identité avant, c'est tout simplement la définition de l'humanité. Voilà, donc effectivement, quand on s'arrête là, quand on s'arrête juste au réflexe humain, le discours, le sujet est clos et il est plutôt simple à traiter, il est plutôt simple de répondre.
mais je trouve que c'est une vision un peu simpliste et réductrice du sujet. Je vais avoir une analyse beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus détaillée, et pour introduire cette analyse complémentaire, je vais vous poser des questions qui, je l'espère, vont remettre votre conviction en questionnement. Voilà, première question. Le prendre en charge les patients à 100% à étrangers, c'est super important, c'est génial, mais comment fait-on quand il n'y a pas de danger de mort immédiat ? Voilà, quand ils ont juste une petite maladie où il n'y a pas de danger de mort immédiat, comment on fait ? Est-ce qu'on est obligé de les prendre en charge ou non ? Comment on fait quand ça coûte des milliards d'euros ? Comment on fait quand le pays est déjà ultra endetté et qu'on demande de payer 1 milliard d'euros par an supplémentaire pour prendre en charge des personnes qui ne sont pas françaises. Comment on fait ? Et enfin, oui, prendre en charge les patients à 100%, c'est très très bien, mais comment fait-on quand on n'est pas en capacité matérielle, logistique de les soigner, parce que la moitié des médecins sont en presque burn-out ? Voilà, quelques questions qui permettent d'introduire un sujet qui est très complexe et sur lequel il est vraiment très difficile de se positionner car il y a trop de variables à prendre en compte. C'est trop facile de se positionner avec des visions extrêmes, c'est-à-dire il faut absolument continuer la MOE parce que ne pas soigner les étrangers, c'est vraiment pas gentil, c'est vraiment cruel. Non, ça je suis désolé, c'est un avis extrême et trop simpliste. Et à l'inverse, il faut arrêter les AME parce que les immigrés, ça coûte trop cher. Là aussi, 0 sur 10, cet avis est extrême et ne m'intéresse pas du tout. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur les différents sujets d'actualité, sur les différents débats sociétaux, afin d'avoir un avis pondéré, un avis qui n'est pas extrême, qui n'est pas influencé par les différents partis politiques. Voilà, je ne dis pas du tout, enfin, on pourrait croire que je dis ça pour Camille qui m'a envoyé un message, vraiment pas, je te remercie Camille si tu passes par ici pour m'avoir envoyé ce message, mais ça ne te concerne absolument pas, hein, évidemment, c'est mon rôle de débattre et de présenter la totalité du sujet, ne te sens pas concerné par, par ces différents messages. Donc personnellement, qu'est-ce que j'en pense ? On va passer maintenant à mon analyse d'un point de vue personnel. Je crois tout simplement que si on vivait dans une utopie, dans le plus beau pays du monde, le pays le plus riche du monde, avec des ressources infinies en termes de personnel médical, de matériel, de finances, etc., évidemment, bien sûr qu'il faudrait prendre en charge tout le monde à 100%. Le problème, c'est que la France n'est pas le pays le plus riche du monde, n'est pas une utopie, n'est pas plein de choses. La sécurité sociale est endettée à des milliards d'euros. Les Français payent leurs frais de santé de plus en plus cher. Vous le savez, les professionnels de santé sont au bord du gouffre. Il y a des données sur leur santé mentale qui sont vraiment alarmantes et dramatiques. Je ne vais pas prononcer le mot parce que pour éviter de me faire shadow, mais ça commence par SU et ça finit par CIDE. Vous avez compris de quoi je veux parler. D'ailleurs, j'ai oublié un I en épelant le mot. Oui, ce mot-là, concernant les professionnels de santé, c'est franchement alarmant. Et aussi, est-ce qu'on a finalement les capacités matérielles, logistiques, en termes de formation et de personnel pour pouvoir prendre tous les patients étrangers à 100%? Est-ce qu'on en a la capacité en France ? Je ne suis pas tout à fait sûr. Parce que si c'est pour faire n'importe quoi, si c'est pour soigner les patients de n'importe comment avec du matériel qui n'est pas au top qualité, franchement, ce n'est pas la peine. Je préfère qu'on les soigne correctement ou qu'on évite de faire n'importe quoi, tout simplement. Donc, dans une utopie, oui, ce serait vraiment bien de prendre en charge tout le monde et gratuitement, et franchement, ce serait magnifique d'un point de vue humanité. Mais malheureusement, la France n'est pas une utopie. Désolé si je vous l'apprends. Mais malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on soit en capacité financière, matérielle et en termes de personnel médical, je ne suis pas sûr qu'on en ait tout simplement les moyens. Mais d'un autre côté, je vois tout simplement qu'il y a de plus en plus de misère en France, que des personnes sans papier arrivent de plus en plus, qu'elles sont logées dans des conditions très très précaires, qu'elles peuvent être parfois atteintes de maladies très dangereuses parce qu'elles viennent tout simplement de pays endémiques. Je pense comme ça tout de suite au paludisme, mais il y a évidemment plein d'autres maladies auxquelles elles peuvent être atteintes. Donc le paludisme, c'est évidemment une maladie qui peut entraîner la mort si elle n'est pas prise en charge. Donc, ne pas apporter les traitements nécessaires à ces personnes qui sont arrivées sur notre territoire avec une pathologie qui est en train de les tuer, ne pas leur donner des médicaments et des soins, ce serait vraiment cruel. Donc, je suis un peu entre les deux.
Mais d'un autre côté, j'avoue que les soins qui font grincer les dents, à savoir la rhinoplastie, l'anneau gastrique et le recollement des oreilles, j'avoue que c'est pour le coup un peu exagéré qu'on puisse bénéficier de ce type de soins, parce que il y a la générosité au bout d'un moment, elle va trop loin. Le fait de prendre en charge des soins qui ne sont pas du tout urgents, comme la rhinoplastie ou le recollement des oreilles, bien qu'il y ait un impact psychologique. Le problème, c'est que du coup, à côté de ce patient qui veut se faire recoller des oreilles, il y aura un patient qui veut vraiment des soins urgents. Et donc, au bout d'un moment, il faut savoir prioriser. Et il faut poser des limites, tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il n'y a pas suffisamment de limites, il y a des débordements, il y a des gens qui profitent de la générosité et qui profitent de la générosité qu'il leur est offerte, et c'est un réflexe tout simplement normal. Alors, le fait de fixer des limites, c'est quand même quelque chose aussi de crucial, d'indispensable et de normal. Et puis, plus spécifiquement, concernant les frais, le coût de cette AME, j'aimerais rappeler que, du coup, les personnes sans papier ont leur prise en charge des frais de santé à 100% sans aucune avance de frais, alors que les personnes françaises qui travaillent en France et qui, du coup, cotisent tous les mois pour cette santé, pour le coup, eux, leurs médicaments ne sont remboursés que en partie, qu'ils doivent avancer tous les frais, c'est-à-dire que quand vous allez chez par exemple, le médecin généraliste, eh bien vous payez votre consultation et après, elle vous est remboursée. Ce qui n'est pas le cas pour les personnes sans papier qui, eux, n'avancent pas les frais. Et donc, ce qui veut dire que la santé pour les personnes sans papier est à peu près gratuite, alors qu'elle ne l'est pas du tout pour les personnes qui travaillent en France tous les mois. Rendez-vous compte que vous prendrez votre bulletin de paye, et vous regarderez combien on vous enlève tous les mois de votre salaire pour payer la santé. Vous payez des milliers d'euros par an pour votre santé. La santé, je suis désolé de vous l'apprendre, mais ce n'est absolument pas gratuit en France. C'est juste qu'elle est déjà payée quand vous passez à la pharmacie et que vous ne payez pas. C'est pas que c'est gratuit, c'est que c'est déjà payé. C'est que c'est payé tous les mois sur votre bulletin de paye. C'est payé parce que vous payez votre mutuelle, vous payez plein de choses, donc ce n'est absolument pas gratuit, il faut que vous en vous rendiez compte. Et il y a aussi une étude qui a évalué que le coût de la santé de reste à charge pour les Français, c'est à peu près 250 € de reste à charge par an, du coup en plus de tout ce que vous payez tous les mois. Donc le problème, c'est que pour les personnes qui sont français, qui travaillent en France, ce n'est pas gratuit, alors que pour les personnes qui ne sont pas françaises, c'est plus ou moins gratuit. Donc c'est un problème et ce n'est pas équitable, désolé. Aussi, je crois qu'en France, on a un peu trop banalisé le mot situation irrégulière. Situation irrégulière, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des personnes qui sont clandestins, du coup qui n'ont pas le droit d'être sur le territoire français. N'importe où vous êtes dans le monde, si vous arrivez en franchissant les frontières sans présenter votre passeport à la frontière, vous êtes en situation irrégulière et je vous garantis que dans les quelques jours qui suivent votre arrivée, on viendra toquer à votre porte et on va vous reconduire à la frontière sans poser trop de questions. Mais nous, on a la chance d'habiter en France, d'avoir des lois qui protègent les individus, donc on ne fait pas ça. Mais du coup, ce qui fait que les gens ont oublié ce que ça voulait dire d'être étranger sur un territoire, d'être en situation irrégulière. Donc je voulais tout simplement vous rappeler que le mot situation irrégulière n'est absolument pas banal et que ces personnes sont clandestines. Et non seulement on ne les reconduit pas à la frontière, mais en plus on leur fait un cadeau qui s'appelle l'aide médicale d'État, en prenant en charge leurs dépenses de santé, comme je le rappelle depuis tout à l'heure, alors que les Français qui travaillent n'ont même pas cette chance. Donc je suis désolé de le dire comme ça, mais avant de dire que c'est cruel d'arrêter l'AME, de ne plus prendre en charge les dépenses de santé à 100% de ces patients-là, rendez-vous compte tout simplement du cadeau qui est fait aux personnes étrangères, juste par le seul fait que ce cadeau existe. Nulle part dans le monde, ça existe. Il n'y a que en France que ça existe, et notre générosité est vraiment exemplaire, et il faut tout simplement se rendre compte. Donc effectivement, pour faire une conclusion, c'est très important que l'AME existe pour les cas vraiment très graves et qui nécessitent une intervention, ou des personnes qui nécessitent des soins de façon régulière. C'est effectivement très important que l'AME existe, mais c'est comme tout, je pense que c'est comme tout, il y aura toujours des exagérations et des abus, et c'est sur ces cas-là qu'il faut insister et qu'il faut poser des limites,
parce que c'est tout simplement nécessaire, parce qu'on n'en est plus capable de prendre en charge la totalité des soins, que ça coûte trop cher, que le personnel médical n'est plus assez nombreux pour répondre à ce besoin. Je pense que c'est aussi des notions à prendre en compte, parce que la santé mentale au sein des hôpitaux pour les personnels va pas bien du tout. Que le matériel est absolument désuet et qu'il faut prendre aussi ces variables en compte, que je pense qu'on n'est plus capable de prendre tous ces patients en charge. De toute façon, rassurez-vous, je vous le répète, je pense que cette réforme n'aura pas lieu car elle ne sera pas acceptée à l'Assemblée. Je finis tout simplement en disant que je me moque complètement des commentaires que je vais recevoir. Des commentaires qui vont me dire « Ah mais t'es beaucoup trop de gauche » en disant qu'il faut soigner les clandestins, ou alors « Ah bah t'es beaucoup trop de droite parce que t'as dit qu'il fallait limiter l'AME ». De toute façon, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas contentes et qui auront toujours un mot à dire pour critiquer. Moi je m'en tape, je ne suis ni de gauche ni de droite, je me moque complètement de la politique, je ne me reconnais absolument pas du tout dans ce système de gouvernance. Dire que quelque chose est de droite ou de gauche, franchement, on s'en moque complètement, on n'en a rien à foutre. Ce découpage gauche-droite n'a absolument aucun sens et je vous enjoins à ne vous fier uniquement qu'à votre intellect et à vos valeurs, parce que c'est tout ce qui compte. La gauche, la droite, ça n'a aucun sens. Ce qui a du sens, c'est vraiment les valeurs et les valeurs dans lesquelles vous vous reconnaissez. Moi, je n'ai pas honte de dire que je suis en accord avec certaines opinions communistes, comme je peux l'être aussi avec celles du Rassemblement National, du Parti écologique ou de je ne sais pas quel autre parti. Ça, on n'en a rien à foutre. Moi, je me réfère uniquement à ce qui m'est cher dans mon fort intérieur et rien ni personne va m'indiquer ce que je dois penser sous prétexte que c'est dans une ligne éditoriale de tel ou tel parti. Ça, je n'en ai rien à faire. Donc, les commentaires qui vont indiquer que je suis trop ceci ou trop cela, je les ai anticipés. Rassurez-vous, et je me moque complètement. Donc c'est tout pour cette rubrique sémiologie pour le sujet de l'AME. J'espère que ça vous a plu cette analyse, j'ai essayé d'être le plus complet possible. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce sujet, même si vous n'êtes pas en accord avec moi, c'est vraiment très important. Voilà les amis, comme vous pouvez le constater, mon podcast d'aujourd'hui va peut-être encore faire sensation. Donc je vous le répète encore une fois, il faut absolument me soutenir gratuitement en mettant 5 étoiles au podcast, en vous abonnant à mon compte Instagram, à la chaîne YouTube, etc., en participant aux stories, en m'envoyant des news, en me posant des questions, etc., pour faire vivre le podcast. Ça c'est des aides gratuites et évidemment, il faut m'aider aussi financièrement en m'envoyant 1 euro, 5 euros, 10 euros, allez si vous en avez les moyens, sur mon compte Tipeee, c'est absolument crucial. Vous le voyez, je n'ai pas ma langue dans ma poche et je prends des risques, exactement, donc prenez des risques aussi, soutenez-moi. Voilà, on passe tout de suite à la rubrique numéro 4, la rubrique qui est le sondage de la semaine. Alors cette fois-ci, j'ai fait le sondage avant le podcast, et donc j'ai déjà eu vos résultats comparés aux autres fois où je fais des sondages après le podcast. Le sondage était tout simplement, est-ce que vous êtes pour ou contre la suppression de l'AME ? Il y avait 52% de gens qui sont contre la suppression de l'AME, 27% qui sont pour et le reste qui sont neutres. Donc voilà les résultats du sondage, mais peut-être qu'ils n'ont pas pris en compte toutes les variables de ce sujet, et j'espère que mon podcast, à mon analyse de la rubrique précédente, leur permettra de se faire un avis plus précis, et que les personnes qui ont voté neutre, donc à peu près un quart des gens, pourront se faire un avis et choisir entre pour et contre, même si, je l'avoue, ce n'est pas du tout évident, et je n'ai moi-même pas encore fait mon choix. On fait un rapide retour sur le sondage de l'épisode numéro 4 qui était « Pensez-vous qu'il faudrait insister sur l'éducation sexuelle dans un but de responsabilisation des gens vis-à-vis de la fertilité ?» J'ai eu des retours, notamment dans les commentaires YouTube que vous pouvez aller consulter et auxquels vous pouvez participer. Voilà, vous pouvez participer au débat si vous le souhaitez, et j'insiste encore en disant que j'apprécie grandement les personnes qui prennent le temps et qui font l'effort de commenter, de donner leur avis, même si elles ne sont pas du tout d'accord avec moi. Je vous remercie bien chaleureusement parce que ça me permet à moi de me forger un avis beaucoup plus précis, un avis qui me permet vraiment de pousser mon analyse encore plus loin. Donc je prends d'abord le commentaire d'Elisa. Elisa, je te salue si tu passes par là et je te remercie bien sûr d'avoir commenté ma vidéo YouTube. Une femme sur 2 tombe enceinte sous contraception médicale.
Ok, je ferai mes commentaires tout à l'heure. La responsabilisation est certes importante, mais culpabiliser les femmes n'aidera pas à diminuer le nombre d'IVG. Au contraire, je pense. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir accès à plus d'informations, sans tabou, un accès facilité à la contraception et surtout du soutien sans mesure lorsque nous sommes amenés à vivre un IVG. Merci d'ouvrir la parole sur le sujet, même si je trouve ton discours est maladroit. Alors, désolé si mon discours a pu être maladroit, effectivement je me suis déjà exprimé tout à l'heure sur ce sujet. C'est compliqué en n'ayant aucun montage, en faisant ça de façon spontanée et sans discours préécrit, c'est assez compliqué de s'exprimer. Je reviens sur le début de ton commentaire. Une femme sur 2 tombe enceinte sous contraception médicale. Je pense qu'il y a une erreur dans la statistique que tu annonces. Ça doit être une femme sur 2 qui souhaite avorter et tomber enceinte. Je pense que c'est ça. Je connais pas cette statistique, mais je pense qu'il manque quelques mots dans ta phrase pour qu'elle soit exacte. Sinon, je pense qu'il y a un gros travail de recherche à réaliser sur la contraception. Si une femme sur 2 tombe enceinte sous contraception, il y a un petit problème dans la contraception. Mais sur le reste de ton commentaire, je suis plutôt d'accord. Il y a effectivement un manque d'informations et c'est sur ça que je voulais insister, c'est éduquer les patients, voilà, davantage informer les gens afin de les responsabiliser. C'est exactement, je te rejoins là-dessus et c'est de ces femmes-là dont je voulais parler la dernière fois, mais je te remercie d'avoir pris le temps de commenter. Je prends un deuxième commentaire, celui de Morgane, qui est beaucoup plus long et qui m'a un peu plus bouleversé, je dois l'avouer. Bonjour Douzerie. En voyant le titre sur les réseaux et en entendant l'intro, j'ai eu très peur des propos que tu allais tenir en tant que pharmacien. Bien que ce ne soit pas aussi pire que je le pensais, fais attention sur certains points que tu reprends qui sont anti-IVG, alors que ce n'est pas le fond de ta pensée. Écoute, je pense pour le coup avoir été clair sur le fond de ma pensée. J'ai dit plusieurs fois que je n'étais pas anti-IVG, je l'ai martelé pour qu'on comprenne bien et pour que mes propos ne soient pas déformés. Je ne sais pas trop comment j'aurais pu être plus clair, mais je prends ton commentaire en compte et je te remercie pour le retour que tu me fais et c'est intéressant quand même de savoir que c'est intéressant de voir ce qui a été mal compris, ce qui est compris et ce qui est mal compris. Donc merci pour ton commentaire et ton retour. Je continue la lecture de ton commentaire. De plus, tu ne t'appuies que sur les chiffres sur combien de fois une femme avorte, mais pas sur les raisons, car les avortements ne sont pas majoritairement dus à des IVG de confort, car c'est plus simple de réfléchir après. Combien de femmes avortent sous pilule, sous stérilet? Combien de femmes avortent d'un rapport consentant, mais que l'homme retire le préservatif pendant le rapport ou le met mal, ce qui fait qu'il glisse, craque? Cela aurait été fort intéressant, c'est dommage. Oui, bon, effectivement, ça existe, les contraceptions qui ne fonctionnent pas, ça existe aussi les mecs qui font ça, et c'est juste des énormes merdes, c'est pour ça qu'il faut évidemment bien choisir ses partenaires, mais bon, je pense que c'est quand même un épiphénomène, ou alors je suis très mal informé sur ce sujet qui pourrait être beaucoup plus courant que je ne pense, je ne connais pas vraiment ce sujet, je ne vais pas m'avancer encore davantage. Allez, je continue la suite. Ces arguments de l'IVG de confort, on les retrouve beaucoup chez les personnes religieuses pro-vie. Ce que tu oublies de préciser, c'est que ton discours n'est pas neutre puisque tu es devenu chrétien. Un peu culotté. Effectivement, c'est la vérité, je suis chrétien, mais je ne vois pas vraiment ce que ça a à voir dans ton commentaire. Et puis, de toute façon, je pourrais très bien retourner cet argument contre toi. Ton discours n'est pas du tout neutre non plus, ma chère Morgane, puisqu'il est imprégné de toute une doctrine et d'une morale que tu as apprise. De toute façon, qu'importe ton discours, le discours n'est jamais neutre, car il est basé sur une expérience sociale, sur des croyances, des superstitions, une religion, sur comment tu as été élevé, etc. Un discours n'est jamais neutre, Morgane, je pourrais très bien retourner cet argument contre toi. Je continue ton commentaire. Peut-on être réellement un bon professionnel de santé en ayant une religion qui influence notre pensée? Désolé, là je n'apprécie pas vraiment ce retour. Je te permets assez difficilement de juger mon niveau de professionnalisme, pour être tout à fait honnête.
Et puis, pour être tout à fait clair, je pense que si on enlevait toutes les personnes croyantes, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, juives, si on les enlevait de tous les établissements de santé, eh bien, pour être tout à fait honnête, il ne resterait plus grand monde en blouse blanche. Et je crois que de toute façon, l'histoire me donne raison. Oui, on peut être professionnel de santé en ayant une religion, puisqu'il y a énormément de monde qui a une religion et qui est médecin, pharmacien, etc. Donc je pense que les statistiques me donnent raison. Je termine ton commentaire. L'inscription dans la Constitution ne te fait peut-être ni chaud ni froid, mais elle permet de vouloir d'une manière de ne pas finir, comme les États-Unis, ce droit à l'IVG est précieux et maintenir légalement. Bon, il doit manquer quelques mots dans le commentaire. Bref, peu importe. Même si je suis d'accord qu'il n'y a malheureusement pas assez de prévention dans les collèges et lycées, et cet axe devrait être plus approfondi par le ministère de la Santé, j'espère ne pas avoir été trop désobligeante. Ce thème est sensible et je souhaitais juste apporter quelques remarques en tant que confrère. Et merci beaucoup pour ce retour. Effectivement, j'ai montré les quelques désaccords que j'avais avec toi. Et la remarque que tu as fait sur ma religion, que je n'ai pas forcément appréciée, mais bon, ce n'est pas très grave, je ne t'en veux pas du tout, ne t'inquiète pas, je t'ai fait un retour, merci beaucoup pour le retour que tu as pris la peine de me faire, c'est vraiment très important pour moi d'avoir des retours de personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec moi, et c'est même plus important que d'avoir les personnes qui sont d'accord avec moi. Voilà, donc merci beaucoup pour toutes les personnes qui m'ont fait ces retours, j'en ai sélectionné 2 qui me paraissaient intéressants et je souhaitais revenir dessus. On va tout de suite passer à la rubrique numéro 5, la rubrique diagnostic, dans laquelle je vous parle de maladies, de laboratoires, de figures historiques de la santé. Et aujourd'hui, je souhaitais revenir sur un sujet, vous savez, on est en novembre, au podcast dernier, je vous ai parlé du mois sans tabac qui a lieu à chaque mois de novembre, et en novembre, il se passe aussi un autre truc. Peut-être que vous l'avez remarqué, il y a 2-3 hipsters qui s'essayent à la moustache en ce moment. Effectivement, le mois de novembre, c'est aussi le mois de la moustache, ce qu'on appelle le Movember. Alors qu'est-ce que c'est que ce Movember ? D'où ça vient ? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la santé ? Je vous explique ça tout de suite. Rendez-vous sur Instagram, vous verrez déjà que moi aussi je m'essaye au Movember. En fait, ça fait longtemps que j'ai envie de faire une moustache, et on va dire que le mois de novembre tombe parfaitement, parce que ça me permet de m'essayer à la moustache. Je suis pas tout seul, hein. Il y a beaucoup de monde qui s'essaye à la moustache pendant ce mois de novembre. Bon, il y en a qui ressemblent à Freddie Mercury, ça leur va très bien, il y en a d'autres qui ressemblent plus à José Bové, ça leur va un peu moins bien. Bon, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Movember ? Movember, le mot Movember vient de la contraction de November, évidemment, hein, c'est au mois de novembre, donc November, et de mot qui veut globalement dire moustache en argot australien. Voilà. Donc oui, effectivement, c'est australien, c'est né en 2003 à Melbourne. Il y a un groupe d'amis qui était en soirée, qui devait être un peu éméchés, et qui se sont dit « Eh mais attends, la moustache, c'est plus du tout à la mode. » Voilà, le constat, c'est ça à la base, hein, c'est rien de plus. Et ils se disent, eh ben ouais, mais quand t'as une moustache dans la rue, les gens ils sont pas du tout habitués à ça, et donc ça les interpelle vraiment, ils posent des questions, ils se disent, ah, c'est joli la moustache. Ils me posaient des questions, ça va vraiment interpeller les gens d'avoir une moustache. C'est le constat qu'ils font. Donc ils s'essayent une première fois à la moustache, ce groupe d'amis australiens. Ils sont une trentaine pendant, je crois, à réaliser ce premier Movember en 2003, et vraiment, ils se rendent compte que, les gens, ça les interpelle, ils posent des questions, ils sont fascinés par ce renouveau de moustache qui n'est effectivement plus du tout à la mode. Et donc, vu que cette première année en 2003 est une réussite, en 2004, ils se disent, faut qu'on aille plus loin, faut qu'on recommence les moustaches, mais que ça devienne une œuvre caritative. Donc, ils vont créer une cagnotte pour sensibiliser les gens contre le cancer de la prostate. Donc effectivement, ils se sont dit, la moustache, c'est un attribut très masculin, et donc on va en profiter pour prévenir les gens sur les maladies masculines. Donc les maladies masculines, ça peut être quoi ? Parce qu'effectivement, on en parle assez peu en fait, c'est plutôt un tabou. Ça peut être par exemple le cancer de la prostate, qui touche beaucoup de monde, c'est le cancer le plus fréquent chez les hommes, c'est à peu près 50 000 cas par an, et ça touche 66% des hommes après 65 ans. Donc voilà, il y a 2 tiers des hommes qui auront un cancer de la prostate à partir de 65 ans, c'est énorme. Et c'est quelque chose dont on parle assez peu, c'est une sorte de tabou.
Donc, et en plus, c'est quelque chose qui est très très bien soigné si c'est détecté à temps. Donc, c'est vraiment dommage qu'il y ait un tabou énorme à ce sujet. Vraiment, dites à vos parents, à vos grands-parents de se dépister. C'est vraiment crucial parce que quand c'est détecté à temps, c'est un cancer qui se soigne vraiment très très bien. Alors, c'est vraiment crucial de se faire détecter, tout simplement pour ne pas faire évoluer le cancer à des stades avancés. Donc, dépistez-vous. Et à côté du cancer de la prostate, il y a aussi le cancer des testicules qui existe et qui est aussi qui est sous un tabou énorme. Donc voilà, le but de Movember, c'est déjà de renseigner les gens sur ces cancers sur lesquels il y a un tabou, mais aussi de parler un autre tabou énorme, c'est la santé mentale masculine. On parle beaucoup de santé mentale en ce moment, mais la santé mentale masculine en particulier, je trouve qu'elle n'est pas encore mise sous les projecteurs, alors que ça représente 75% des SUICIDE. 75% de ces actes sont réalisés par des hommes, 25% logiquement par des femmes. C'est considérable et pourtant les hommes ont un peu une sorte de peur de parler de ça, donc je ne peux que vous enjoindre à aller consulter un professionnel digne de ce nom, un professionnel qui serait pour le coup chargé de répondre à vos attentes sur ces sujets. N'hésitez pas à les consulter, il n'y a aucune honte, aucun tabou. Vraiment, allez consulter si vous en constatez le besoin. Et oui, il y a un énorme tabou sur la santé mentale des hommes, parce qu'il y a encore d'énormes stéréotypes. Les hommes ne sont censés pas pleurer, les hommes doivent être forts, les hommes doivent réussir professionnellement, ils doivent subvenir aux besoins de la famille. Il y a vraiment une compétitivité implicite. Il y a, quand on est un homme, voilà, il y a cette compétition implicite qui est inculquée dès la naissance. Il y a un sentiment d'échec qui est vraiment très facilement atteint quand on est un homme. Et du coup, les hommes s'expriment assez difficilement sur leur mal-être et ressenti. Et donc, moi, je suis pour lever les tabous. C'est pour ça que je participe cette année au Movember en me laissant pousser une moustache pour essayer de, tout simplement témoigner de ce phénomène que ressentent les hommes, à la fois sur la santé mentale, mais aussi sur les cancers, prostate et testicules qui touchent les hommes. Donc effectivement, ça existe chez les hommes et chez les femmes, mais je trouve qu'il y a un tabou encore plus important chez les hommes. Donc voilà, c'est tout ça Movember. Ce n'est pas qu'une moustache, il y a énormément de choses qui se passent derrière la moustache. Et je souhaitais en parler aujourd'hui dans ce podcast parce que c'est super important et qu'on n'en parle pas suffisamment. Et donc Movember, aujourd'hui, c'est arrivé en 2012 en France. Et c'est magnifique parce que devinez combien d'euros ils ont pu récolter depuis 2003. 900 millions d'euros. Les moustaches ont relevé 900 millions d'euros depuis le début. C'est vraiment considérable et c'est de l'argent qui est réinvesti dans la recherche pour le cancer, dans tout ce qui touche du coup à la santé mentale des hommes, etc. Donc c'est vraiment une œuvre magnifique. Merci à toutes les personnes qui œuvrent pour le Movember, à toutes les personnes qui participent en se laissant pousser une moustache. C'est un peu la honte, mais bon, vous faites une œuvre magnifique, donc merci à tous ceux qui œuvrent à ce sujet. Donc je suis très content de vous avoir fait un petit tour de ce Movember. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura ni rubrique numéro 6, prophylaxie, ni rubrique numéro 7, prescription. On va tout de suite passer à la rubrique numéro 8, la rubrique de la FAQ, la rubrique réponse aux questions des auditeurs. Merci pour l'honneur que vous me faites à chaque fois de m'envoyer des questions. J'en ai sélectionné 3 pour aujourd'hui. Déjà, la première, pourquoi avoir créé un nouveau compte Instagram pour le podcast ? J'imagine plutôt que rester sur mon compte Instagram classique, docteur.douzerie. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? J'aurais pu choisir la facilité et qu'on me contentait de publier mes nouvelles activités sur le compte classique, mais à vrai dire, j'ai choisi de repartir sur une nouvelle audience, parce que je voyais bien que l'audience que j'avais développée était finalement plus assez active à mon goût, donc je voulais juste constater quels étaient les membres de cette audience qui étaient réellement intéressés par mon travail et réellement actifs, qui savaient réagir
aux différents posts que je pouvais mettre, aux stories que je pouvais réaliser, etc. Je voulais une audience proactive et c'est pour ça que je vous incite autant à mettre des likes, à répondre à mes stories, à mettre 5 étoiles au podcast. Ce n'est pas du tout normal qu'il y ait aussi peu d'étoiles sur le podcast. Je crois il y a à peu près une vingtaine de notations, alors qu'on est beaucoup plus nombreux à écouter le podcast. Prenez 5 secondes pour mettre des étoiles sur le podcast, je vous en prie. Donc voilà, c'était juste dans l'idée de créer une nouvelle audience qui était beaucoup plus impliquée dans le travail que je réalise, tout simplement parce que je veux une équipe de personnes proactives, de personnes qui veulent changer leur santé et qui veulent tout simplement en savoir plus sur la santé et sur les différents débats sociétaux à ce sujet. Voilà, c'est pour te répondre parce que je voulais créer une nouvelle audience. Et d'ailleurs, j'ai hésité à publier mes podcasts sur ma chaîne YouTube, tout simplement pour rediriger toute mon audience sur les nouvelles plateformes d'écoute, à savoir Spotify, Apple Podcast, etc. Mais finalement, j'ai choisi quand même de ne pas totalement rompre avec l'existence de cette chaîne YouTube et des différents comptes d'Ouzri, parce que je sais aussi qu'il y a de nombreux abonnés qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, mais qui n'ont pas Instagram, donc ces personnes n'auraient pas été au courant de ce nouveau travail, donc j'ai choisi de les publier pour le moment sur YouTube, mais je ne sais pas si ça va être définitif ou temporaire. Voilà, donc c'était pour répondre à la question de pourquoi avoir créé un nouveau compte Instagram. C'est pour séparer les audiences, pour séparer les activités. Voilà, donc c'est pourquoi c'est absolument crucial de me suivre sur ce nouveau compte Instagram. Deuxième question, vers quelle filière de la pharmacie et plus spécifiquement quel métier s'orienter pour faire de la paillasse en laboratoire ? Alors, c'est une question que je reçois énormément. Je n'aurai pas réellement la réponse, tout simplement parce que c'est plutôt compliqué de trouver un job de pharmacien à la paillasse, tout simplement parce que les jobs à la paillasse sont réalisés soit par des préparateurs en pharmacie, soit par des techniciens de laboratoire, mais jamais par des pharmaciens. Et c'est sans aucun dénigrement pour les autres professions de techniciens et de préparateurs, c'est juste que chacun son travail en fait. Il y a des gens qui ont fait des études pour être dans le manuel, il y a des gens qui ont fait des études pour être plus dans la théorie et dans le management d'équipe, et c'est notre cas, donc excusez-moi, mais c'est les personnes qui sont pharmaciens et qui veulent faire de la paillasse, je ne saurais pas vers quelle profession vous vous orientez, parce que c'est rarement dans les responsabilités du pharmacien. Je sais que moi j'ai fait pas mal de préparation magistrale quand j'étais à l'officine, mais je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Peut-être qu'en R&D, il y a plus de pharmaciens qui font de la recherche, mais je connais assez mal ces secteurs, donc je ne pourrais pas vraiment vous aiguiller. Mais ça m'a toujours interpellé, parce que j'ai déjà reçu cette question des centaines de fois. Et il y a un nombre d'étudiants en pharmacie qui veulent continuer à faire de la paillasse. Ça m'interpelle à chaque fois, parce que, je sais pas, les gens ont fait 6 ans d'études pour rester dans des jobs de préparateurs et de techniciens. C'est plutôt cocasse à chaque fois de découvrir qu'il y a des gens qui se renseignent sur le tard de leurs études. Ah mince, c'est pas dans les responsabilités du pharmacien de faire de la paillasse ? Ah là là, mince, comment je vais faire ? Renseignez-vous peut-être un petit peu plus tôt sur les réelles responsabilités des professions vers lesquelles vous orientez. Ça serait peut-être bénéfique pour votre orientation. Bref, peu importe. Troisième question et dernière question, j'en ai sélectionné que 3. Comment vis-tu cette moustache ? À vrai dire, plutôt bien, mais en fait je m'idéalise, je crois. Je crois que ce n'est pas du tout aussi classe que ce que je m'imagine dans ma tête. Oui, dans ma tête j'ai l'impression d'être James Bond ou je ne sais quel acteur connu avec une jolie moustache. Je crois pas que ce soit aussi classe. Donc à vrai dire, ouais, je m'idéalise, je crois, que ça n'est pas du tout aussi joli que ce que je peux m'imaginer, mais en soi, je m'en cogne un peu, puis à la rigueur, si ça me plaît pas, dans quelques jours, c'est déjà la fin du mois de novembre, donc je me rassure comme ça. Écoutez, c'est tout pour ce podcast. Avant de partir, je voulais répéter plusieurs fois. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast, ça vous prend 5 secondes, mais pour moi c'est une aide énorme et c'est gratuit pour vous. Abonnez-vous au compte Instagram Première Consultation, répondez aux sondages, répondez aux publications, aux stories, taguez-moi en story, faites-moi de la pub, c'est absolument crucial, vous l'avez vu, l'algorithme est contre moi.
J'ai besoin de votre aide. Et évidemment, envoyez-moi de l'argent sur Tipeee, c'est absolument crucial. Vous recevrez des cadeaux en contrepartie de votre générosité. Visitez mon compte Tipeee, c'est totalement nécessaire pour le podcast. Si vous souhaitez que je conserve ce ton humoristique un peu trash où je vous donne mon avis sans aucun tabou, s'il vous plaît, je vous fais rigoler à chaque fois, je vous apporte du contenu de qualité, alors n'hésitez pas à me rétribuer avec vos dons sur mon compte Tipeee si c'est absolument nécessaire, et je précise que chaque euro est une énorme aide. Merci beaucoup à tous ceux qui prendront la peine de me soutenir dans cette démarche. Merci beaucoup les amis, c'était le podcast numéro 5 de Première Consultation. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. C'était Anthony, alias Douzerie pour Première Consultation. Merci à tous et à bientôt.